Les États-Unis saluent le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. La nouvelle équipe a été dévoilée aujourd'hui. L'annonce intervient 8 mois après la victoire du président Félix Tshisekedi. Environ 2/3 des postes ont été attribués aux alliés de son prédécesseur, Joseph Kabila. Ce développement provoque d'ores et déjà de fortes attentes chez les Congolais. De Kinshasa, le compte-rendu de notre correspondante Anastasie Tudièche. Ce lundi 26 août à Kinshasa, vers 5 h du matin, le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'avançait solennel sur le perron de la cité de l'OUA. Le président de la République, chef de l'État, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail. La première tâche, et la plus ardue, consistera sans doute pour le Premier ministre à faire fonctionner efficacement une configuration politique inédite en RDC. La coalition Cash-FCC rassemble des factions auparavant ennemies politiques dont les autorités morales respectives exercent encore une très forte influence. Autre défi, la taille du gouvernement, le plus nombreux de l'histoire du pays, avec ses 66 membres, dont la majorité n'a jamais été au pouvoir central. Les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représentent 76,9%, ce qui est une innovation importante. Nouveaux venus aux plus hautes fonctions, certes, mais loin d'être des novices en politique, les ministres du gouvernement Ilunkamba. Ils ont été députés, vice-gouverneurs ou membres actifs de bureaux politiques. Autre fait saillant, la représentation des femmes. La République démocratique du Congo compte 52% de femmes, l'équipe ministérielle 17%. Mais Sylvestre Ilunkamba affirme avoir trouvé le moyen d'établir une certaine forme d'équilibre. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes, de telle sorte dans cette matière, il y a eu une grande innovation. Avant de se mobiliser pour atteindre les objectifs de la coalition, le gouvernement Ilunkamba devra être investi par le Parlement congolais, ce qui est prévu avant la mi-septembre. Pour nous décrypter cette actualité, j'accueille l'analyste politique Henri-Désiré Nzouzi, également consultant en relations internationales. Il nous rejoint de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Le premier gouvernement de coalition Tshisekedi-Kabila est donc enfin prêt, mais va-t-il durer ? Je pense qu'il faut y mettre de la bonne volonté. C'est vrai que l'attelage est assez inédit, mais les enjeux sont tels qu'il va falloir mettre de côté les querelles partisanes et cheminer vers un objectif très simple, c'est défendre l'intérêt bien compris des Congolais et surtout, sortir de ces 7 mois de crise, d'attente que la population a dû subir. Et aujourd'hui, avec ce gouvernement, il y a de bonnes raisons d'espérer. Mais le plus important, évidemment, c'est que ce gouvernement puisse fonctionner de manière cohérente. Justement, les attentes des Congolais en matière de sécurité, de lutte anticorruption, de respect des droits de l'homme et d'éducation sont grandes. Le nouveau gouvernement dispose-t-il de tous les atouts pour s'atteler à ces grands chantiers ? Il y a une volonté politique affichée, exprimée par le chef de l'État. Il y a aussi de la part des différents alliés, je pense, une volonté de pouvoir entreprendre des réformes en profondeur, en s'attaquant effectivement aux domaines que vous venez d'évoquer, lutte contre la corruption, éradiquer Ebola bien évidemment, restaurer l'autorité de l'État dans des zones où effectivement il y a de sérieux problèmes, et puis surtout promouvoir le développement socio-économique et culturel dans un pays qui en a bien besoin et dans lequel aussi il y a d'énormes attentes. Première réaction diplomatique, nous sommes prêts à travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat privilégié États-Unis-RDC pour promouvoir la paix et la prospérité. C'est ce qu'a tweeté l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer. Le soutien américain au président Félix Tshisekedi contraint donc de gouverner en coalition avec Joseph Kabila. Est-il important ?
Oui, il est très important. Vous vous souviendrez qu'il y a de cela quelques mois, ça n'a pas été très évident de pouvoir reconnaître d'abord la victoire, ou en tout cas l'élection de Félix Tshisekedi. Ensuite, il y a eu effectivement de la part de la communauté internationale un retour au réalisme et les positions ont fini par s'aligner pour soutenir effectivement ce nouveau président qui avait une volonté manifeste d'entreprendre des réformes. C'est un soutien important sur le plan diplomatique qui devrait être suivi par d'autres dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes consultant en relations internationales et vous étiez en direct de la capitale belge. Je vous remercie, merci. Les présidents américains et français ont chacun salué aujourd'hui les avancées obtenues au sommet de Biarritz en France. Le G7 a réuni pendant 3 jours les chefs d'État et de gouvernement du club des pays dits les plus avancés de la planète. Sur la crise iranienne, la guerre commerciale, la taxation des géants du numérique, Donald Trump et Emmanuel Macron sont parvenus à dégager des positions communes. Davantage avec Irénée Herman Umbu. 20 millions de dollars, c'est la promesse faite par les 7 grandes puissances du monde pour soutenir le Brésil à mieux contenir les feux de forêt qui détruisent l'Amazonie. Dans le mois qui vient, nous construirons une initiative pour l'Amazonie qui sera officiellement lancée lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La question du changement climatique était bien évidemment au centre des discussions. Emmanuel Macron s'inquiète des feux de forêt en Afrique subsaharienne, occasion pour le secrétaire général de l'ONU de tirer de nouveau la sonnette d'alarme sur une mobilisation internationale contre le réchauffement de la planète. Il faut beaucoup plus d'ambition que celle qui a été montrée à Paris et il faut reconnaître que la situation aujourd'hui est bien pire qu'elle ne l'était. Les attaques djihadistes grandissantes en Afrique de l'Ouest ont pu s'infiltrer dans l'agenda du G7 avec en toile de fond le plaidoyer des dirigeants africains pour une lutte inclusive nord-sud. C'est une gangrène qui se propage et nous avons estimé qu'il était important que l'ensemble des partenaires trouvent une solution à la question libyenne pour essayer en tout cas de trouver une solution également qui nous permette de freiner la progression du terrorisme non seulement dans le Sahel, mais éventuellement sur les pays côtiers également qui nous environnent. Concernant la crise commerciale entre Américains et Chinois, le président Donald Trump a annoncé que son pays allait reprendre très prochainement les négociations avec la Chine. Quant à la crise autour du programme nucléaire iranien, le président Hassan Rouhani a défendu l'option du dialogue. Il y a 400 ans, une vingtaine d'Africains sont débarqués en Virginie, alors colonie britannique. Leur arrivée marque le début de 250 ans d'esclavage sur le territoire américain. On vous en parle depuis ces 2 dernières semaines. De nombreux événements ont lieu pour commémorer cette date. De l'Afrique à l'Amérique, c'était le thème d'une grande causerie tenue il y a quelques jours à l'Université d'État de Norfolk en Virginie. Le reportage de Kenneth Bouiré est relaté par Thierry Kaoré. Près de l'endroit où les historiens ont affirmé que 20 captifs angolais ont été vendus en esclavage il y a 400 ans, des commémorations, de souvenirs et de réflexions ont été organisées par ceux qui œuvrent pour que cette histoire reste vivante pour les générations futures. Nous pouvons commencer à construire et voir comment les gens peuvent travailler ensemble en tant que peuple. Ce pays est construit comme une communauté de personnes qui travaillent ensemble, noir et blanc. Pour Michael Smith, un autre participant, apprendre davantage sur l'histoire de l'esclavage le rend encore plus préoccupé par les divisions de la société. Il pense que les violences armées et l'intolérance croissante exigent que les dirigeants œuvrent pour un plus grand respect de la dignité humaine et non seulement le respect du droit. À partir des années 1960, lorsqu'ils ont apporté des modifications à la Constitution, aux lois, etc., il s'agissait de pansements. Ce n'était pas un progrès réel. Le chef traditionnel camerounais Nyang John vient d'un pays confronté à des conflits entre les forces gouvernementales et les membres d'une minorité anglophone. Pour lui, marquer l'histoire de l'esclavage est une chance de renforcer les liens entre l'Afrique et les États-Unis si seulement les dirigeants le commémorent avec honnêteté. Les Noirs américains qui ont été amenés ici en esclavage devraient maintenant retrouver leurs racines en Afrique pour que nous puissions être ensemble. L'anniversaire de 1619 a été également commémoré dans de nombreux pays africains où l'accent a été mis sur l'unité et la réconciliation.
Les incendies continuent de faire rage dans l'Amazonie brésilienne malgré le déploiement d'avions bombardiers d'eau, de pompiers et de soldats pour lutter contre les gigantesques feux. Mais le nombre des militaires dépêchés sur le front des incendies et leur mode d'action demeurent pour l'heure peu clairs. Le Brésil a accepté l'aide d'Israël, qui a proposé d'envoyer un avion. Quant au président brésilien, il a riposté aujourd'hui au président français avec qui les échanges sont de plus en plus vifs autour de ces incendies en Amazonie. Jair Bolsonaro accuse Emmanuel Macron une nouvelle fois de colonialisme avec ce qu'il qualifie d'attaque déplacée. Philippe Crowther, notre confrère de l'Associated Press, nous rejoint de la ville brésilienne de Manaus, une porte d'accès majeure à la forêt amazonienne, toute proche. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous donner une idée de l'ampleur des incendies qui ravagent la forêt amazonienne ? Alors, il ne s'agit pas d'un seul feu qui serait beaucoup plus facile à arrêter. Il s'agit de dizaines de milliers de feux et en fait, il y a des centaines de nouveaux incendies qui sont déclarés tous les jours ici dans cette vaste jungle amazonienne. On dirait qu'il est presque impossible de contrôler des incendies aussi sérieuses. C'est pour cette raison que l'armée brésilienne a été activée, mais seulement une partie assez petite de cette armée. On se rappelle que le gouvernement de Jair Bolsonaro, le président brésilien, avait annoncé le déploiement potentiel, disons-le, de 44 000 soldats. Mais seulement 7 000 jusqu'ici ont été utilisés sur le terrain avec 2 avions militaires aussi, et seulement dans une région assez petite, c'est autour de la ville de Porto Velho. Elle se trouve à environ 1 heure d'avion d'ici et c'est de là où sont venues beaucoup des images que vous avez vues pendant les derniers jours. Oui, Philippe, le gouvernement brésilien a-t-il indiqué quand le pays parviendra à maîtriser les flammes ? Alors en fait, la réalité est celle-ci, maîtriser les flammes est presque impossible. Tous les ans, il y a une très très grande quantité d'incendies dans la forêt amazonienne. C'est en fait assez normal. Et une grande partie en fait de la population de cette capitale amazonienne de Manaus me le dit aussi chaque fois, c'est assez normal qu'il y ait des incendies dans la jungle pendant cette saison sèche. Alors il est assez impossible de contrôler ces feux, mais il faut quand même les arrêter, au moins ceux qui se propagent en ce moment, d'où l'entrée en action de l'armée et peut-être aussi bien sûr l'entrée en action d'autres pays. Vous avez mentionné Israël et il y a bien sûr aussi l'aide qui vient d'être déclarée de la part des pays du G7 qui pourrait aider, mais en ce moment, il faut le dire encore une fois, contrôler une quantité aussi vaste de forêt, d'incendies dans une forêt aussi énorme que celle-ci est en fait impossible. Alors, partout dans le monde, ces feux provoquent l'indignation du G7 à l'ONU. La communauté internationale se mobilise, mais les attaques inédites entre Brasilia et Paris, avivées ces derniers jours par les pressions exercées par Emmanuel Macron sur Jair Bolsonaro pour qu'il agisse, risquent-ils de saper les efforts pour sauver l'Amazonie ? Alors il y a clairement un décalage entre la position du gouvernement brésilien et la position presque du reste du monde qui s'inquiète énormément pour ces incendies où chaque fois plus d'incendies sont déclarés dans cette région. Le Brésil et le gouvernement de Jair Bolsonaro ne semblent pas aussi nerveux que le reste du monde. Les habitants, je peux vous le dire aussi, de Manaus ne sont pas aussi nerveux que vous pourriez vous l'imaginer. Alors ces problèmes qui existent clairement entre des leaders européens et le gouvernement de Jair Bolsonaro est un problème, bien sûr, parce que beaucoup de ces leaders mondiaux voient Jair Bolsonaro comme une des personnes responsables pour ces incendies parce qu'il n'a pas une position très claire contre la déforestation en Amazonie. Philippe Crowther, vous êtes notre confrère de l'agence EPI et vous étiez en direct de la ville brésilienne de Manaus. Je vous remercie. Mépris, discrimination, voire agression, le rejet des populations noires est bien documenté dans les pays du Maghreb. Alors que les Européens cherchent à limiter l'afflux des subsahariens, le Maroc veut se positionner en terre d'accueil en multipliant les campagnes de régularisation. Mais le racisme anti-noir continue de sévir dans le royaume chérifien, comme nous allons le voir dans ce reportage d'Elam Lecoeur à Tanger. Le quartier que vous voyez là, Boukalef, c'est où on vivait avant.
Et la police marocaine nous a enlevés là. Je monte dans un bus, une personne attrape son nez pour dire que vous sentez. Comme si l'autre dit même enlève ton pantalon pour voir si tu as la queue. Bon, c'est qu'on n'a pas appris parce que nous les subsahariens, nous savons que nous sommes au Maroc, dans notre continent. Pierre se terre la plupart du temps dans la forêt comme des centaines d'autres migrants et dès qu'il sort de là, il fait face à la discrimination. Quand on nous arrête peut-être avec la marine dans l'eau, on dit les Africains. Pour nous amener au parquet, on dit les Africains. Bon, nous vivons le racisme au quotidien, même à la boutique. Un pain qui coûte peut-être moins d'€1 à un subsaharien, on va le vendre à 1 €. Donc il y a le prix des subsahariens des Noirs, il y a le prix des autres races. Le champion, comme on le surnomme, a vu bon nombre de subsahariens raflés par la police. Il vit dans la peur, tout comme Paul. Ce Camerounais loue avec sa femme, son fils de 4 ans et une belle-sœur, un studio de 4 mètres carrés. La famille n'ose plus sortir de ce taudis. Attends, nous vivons le racisme de jour au jour. De jour au jour. Parce que même dans les services publics, le noir n'est pas bien accueilli. Parfois vous êtes rejeté. Parfois, un jour, on a amené un frère qui était blessé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin ne voulait pas le toucher parce que c'était un noir. Ils nous appellent Asie, parfois ils nous appellent esclaves, ils nous appellent parfois singes. Parce que moi j'ai vécu ça personnellement. Ils appellent singes. Ils demandent parfois de rentrer chez vous, singes. Vous venez faire quoi ici? On ne cohabite pas avec les singes. Loyer hors de prix, travail au noir, une économie parallèle se fait sur le dos des migrants à Tanger. Alors beaucoup tentent de quitter cet enfer. Notre rêve c'est d'aller en Espagne, voilà la frontière, la mer. On va souvent voir les Zodiacs. Pour entrer en Espagne. L'an dernier, plus de 42 000 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles depuis le Maroc. 433 personnes ont péri pendant cette traversée, selon l'OIM. Sans plus tarder, un tour d'horizon de toute l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Les Jeux africains se poursuivent au Maroc. En athlétisme, les différentes épreuves ont démarré aujourd'hui. Sans surprise, les Ivoiriens Arthur Cissé chez les hommes et Marie-Josée Talou chez les dames ont réussi les phases éliminatoires du 100 mètres et sont plus en pole position. On écoute Marie-Josée. C'est juste la qualification, donc faut courir là, il ne faut pas forcer. Après, les bonnes choses, c'est après. Donc, juste les mises en action et puis le soir, la demi-finale, on va essayer de faire de mieux. Le coach a dit de gérer, donc c'est pas un problème ça. Le niveau n'est pas assez rude, donc faut pas se mettre de stress. Le plus important, c'est de faire la finale après. Marie-Josée Talou, juste donc après sa course ce matin. En football, chez les hommes, le Burkina Faso affrontera le Sénégal demain, tandis que le Mali en découdra avec le Nigeria. Chez les filles, le Cameroun croisera les crampons mercredi face au Maroc et l'Algérie se frottera au Nigeria. À l'issue de la 6e journée avec 41 médailles glanées, le pays hôte, le Maroc, donc, occupe actuellement la 3e place derrière l'Égypte, 85 médailles, et l'Afrique du Sud, 55 médailles. Le pays des pharaons fait la course en tête du classement depuis le début de la compétition. Le week-end a aussi été marqué par les coupes interclubs en Ligue des Champions. Les Ghanéens d'Asante Kotoko ont renversé les Nigérians de Kano Pillars 2-0. Au tour suivant, ils affronteront les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tombeurs des Guinéens d'Afia de Conakry. Le second représentant guinéen, le Oroya, s'est offert le stade malien 1-0 à domicile après le nul 1-1 à l'aller. Les Togolais de l'AS-CK ont fait l'essentiel à domicile 1-0 devant les Buffles du Bourgou. Ils affronteront les Congolais de l'AS Vita Club victorieux des Camerounais de l'USM de Loum. Le champion burkinabé Raimo FC, après sa courte victoire 1-0 à Ouagadougou, face à Enimba FC, a coulé à Aba au Nigeria, donc 5-0. Grosse performance, vous l'avez remarqué, pour les Tchadiens d'Elect Sport qui passent un tour pour la première fois de leur histoire en battant les Gabonais d'AO CMS. Bilan mitigé pour la République démocratique du Congo en Coupe CAF, vainqueur 2-0 à domicile à l'aller. Le DC Mutoma Pembe a récidivé en s'imposant sur le même score au Cameroun contre le Stade Renard de Mélong. L'aventure s'arrête en revanche pour l'AS Maniema Union, éliminé à domicile par les Gabonais de l'AS Pélican. Qualification aussi pour les Togolais de Maranatha à Morovia face aux Libériens de l'ISCR. Sans surprise, les Béninois de l'ESAE confirment et passent au tour suivant. Le club universitaire qui s'était déjà mis à l'abri à l'aller à Nouakchott contre SNIM 5-0 a fait l'essentiel à Cotonou au match retour en l'emportant 2-0.
En France, l'indésirable fait mouche. Ce fut un week-end inattendu pour Éric Maxime Choupo-Moting. L'attaquant camerounais a regardé le début du match du PSG contre Toulouse depuis le banc de touche. Et c'est pourtant lui, entré en jeu dès la 14e minute, qui a été le grand artisan de la victoire parisienne, 4-0 avec notamment un doublé. On l'écoute. Il y a bien sûr des moments difficiles et il y a un moment aussi mieux. Aujourd'hui, c'était un très bon moment pour nous tous. Mais des hauts et des bas, ça fait partie du football professionnel et il faut juste toujours garder la tête haute, continuer à travailler, donner son meilleur. Et comme vous l'avez aussi dit, c'est un jeu de collectif. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, Eddie s'est blessé. Même Kylian s'est blessé. J'ai eu ma chance et je crois que c'était un bon match. Voilà, Éric Maxime Choupo-Moting qui a tenu à vous parler ce soir. On se retrouve demain. On a eu finalement, Yacouba, merci bien, à demain. Et avant de refermer ce journal, une bouteille de champagne, vraiment pas comme les autres. Il s'agit d'une bouteille à la mer d'un marin russe trouvé 50 ans après en Alaska. Tyler Ivanov, un Américain ramassant du bois sur une plage d'Alaska, a trouvé cette bouteille contenant un message écrit il y a donc un demi-siècle par le marin russe. Bien le bonjour du vaisseau mère de la flotte d'Extrême-Orient, le VRXF Soulac, indique le message, roulé dans la bouteille fermée par un bouchon en plastique. Nous vous souhaitons une bonne santé, une longue vie et une bonne navigation. 20 juin 1969, une chaîne de télévision russe s'est rendue à l'adresse de l'expéditeur à Vladivostok. Ces journalistes seront montés jusqu'au capitaine de la marine soviétique à la retraite, Anatoly Botsanenko, qui avait navigué en 1969 sur le Soulac alors qu'il avait 35 ans. Et voilà. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.